Alors Simon, est-ce que tu t'intéresses aux crypto-monnaies? Écoute, je m'intéresse à mon Bitcoin, parce que j'en ai un. D'accord. De manière générale, je trouve qu'à nouveau, intellectuellement, c'est passionnant. Malheureusement, je dois être trop limité pour avoir tout compris, donc j'ai jamais réussi à vraiment m'intéresser techniquement ni à financer des boîtes dans ce secteur, parce que globalement, j'y comprends rien. Je m'étais quand même penché un peu sur les papiers du fameux Satoshi, et c'est juste techniquement, c'est trop complexe. Mais ouais, c'est passionnant, et j'ai hâte de voir. Je pense qu'on est encore dans l'enfance du truc, et qu'on va voir les vraies applications à un moment donné arriver pour les cryptos, au-delà de la pure spéculation, donc j'ai hâte. Ouais. Parce qu'on connaît quelqu'un au Tech Show qui est un expert reconnu du Bitcoin. Non, c'est pas moi. Par contre, il nous conseille beaucoup. Donc il va venir nous en parler tout de suite. C'est Vidal Shriki qui nous rejoint en plateau. Bonjour Vidal, bienvenue dans le Tech Show. Bonjour Vincent, bonjour Simon. Alors Vidal, on est ravis de t'accueillir. Tu es un des plus grands experts français en crypto-monnaie. Tu accompagnes de nombreuses entreprises et également des institutions comme l'AMF. Et tu es également cofondateur avec Hervé Ababou de BTU Protocol. Donc l'idée, c'était d'échanger avec toi. Là, en ce moment, le Bitcoin bat des records. On ne sait plus quoi penser. Nous avons besoin de ton éclairage pour comprendre ce que sont les crypto-monnaies. Mais écoute, avec plaisir. Alors pour cette première chronique sur la crypto, dans cette émission, je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé de parler de la mère des crypto-monnaies, qui est le Bitcoin. Donc ce qu'il faut d'abord comprendre, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que l'innovation du Bitcoin, c'est comparable à l'Internet. Avec l'Internet, on digitalise l'information et on la fait circuler sur un réseau public et ouvert. Avec le Bitcoin, on a digitalisé, on a numérisé de la valeur et on est capable d'échanger sur ce réseau numérique qui est l'Internet. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette unité de valeur, le Bitcoin? C'est que c'est d'abord du cash numérique. Donc c'est l'équivalent numérique d'un billet de banque qu'on peut s'échanger, toi et moi, de pair à pair, de personne à personne, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait une institution qui valide cette transaction. Donc de même que si je te paye en cash, si je te paye en Bitcoin, il n'y a pas besoin d'institution. C'est ce qu'on appelle la décentralisation? Alors oui, la décentralisation, c'est le fonctionnement interne du Bitcoin qui n'a pas besoin d'une unité centrale pour pouvoir contrôler le fonctionnement du réseau. Ce qui est important également, c'est que c'est une monnaie numérique qui n'est pas saisissable. Donc à partir du moment où on possède un Bitcoin, personne ne peut décider qu'on ne l'a plus. Et pour terminer, une autre caractéristique importante, c'est la transparence et le fait que la politique d'émission monétaire est entièrement algorithmique et définie à l'avance. Donc en quelque sorte, on a appliqué le concept de voiture autonome à la banque centrale. On donne la confiance dans les mathématiques, dans cet algorithme d'émission monétaire. Et le Bitcoin a une émission monétaire finie. Alors, il y a combien de Bitcoin, combien on peut miner de Bitcoin? Alors, il y aura à terme 21 millions de Bitcoin, sachant qu'aujourd'hui, on a miné 18 millions. Et alors, qu'arrivera-t-il une fois qu'on aura les 3 millions supplémentaires, qu'on les aura minés? Il n'arrivera rien de particulier, c'est qu'ils auront tous été émis et on ne va que les échanger. On va que les échanger. Est-ce qu'on peut miser sur le fait du coup que le prix va augmenter quand on ne pourra plus les miner, puisque il n'y aura plus qu'un seul moyen, alors qu'aujourd'hui, il y en a deux? C'est effectivement la thèse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité brûlante? On voit que, au moment où on enregistre cette émission, le Bitcoin vient de franchir le cap symbolique des 50 000 $. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, vient de diversifier la trésorerie de son entreprise avec l'équivalent d'1,5 milliard de $ en Bitcoin. Alors pourquoi on en arrive là et pourquoi ce progrès soudain d'intérêt dans la crypto-monnaie? Tout simplement, c'est parce qu'on voit qu'aux États-Unis, on rentre dans un cycle qui est probablement lié au Covid, où les taux d'intérêt du dollar et de l'euro sont négatifs. Et puis, quand on voit l'hyperinflation, 20% des dollars en circulation ont été émis dans les 12 derniers mois. Donc il y a des entreprises comme Tesla, comme MicroStrategy, qui souhaitent diversifier leur trésorerie dans des actifs qui sont décorrélés du marché, qui ont des propriétés de gestion de la trésorerie qui sont intéressantes, et notamment, ce qui est un peu inconnu, on peut mettre ses bitcoins en garantie pour emprunter de l'argent. Et ça, c'est intéressant parce que s'il fallait les vendre, on devrait payer des impôts sur la plus-value et ensuite utiliser sa réserve. Là, on peut toujours garder sa réserve. On peut les nantir et donc leverager sur du bitcoin. Et c'est ça qui intéresse beaucoup de directeurs financiers, et ce qui fait qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui attire des institutionnels, au point que, encore avant-hier, la troisième plus grosse banque du monde américaine disait que si on n'a pas
la capacité d'offrir à ses clients d'acheter du Bitcoin, on est en risque de les perdre. C'est presque une faute professionnelle. Et juste pour conclure, hein, le point de vigilance, en fait, ce qu'on entend parfois par les contradicteurs des crypto-monnaies, c'est que ça peut aussi servir pour blanchir de l'argent ou pour la mafia. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que c'est un argument que tu entends ou est-ce qu'il faut l'éluder? Effectivement, le Bitcoin est presque le fantasme de toutes les critiques. Sur la partie blanchiment, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas le Bitcoin qui est en cause. C'est-à-dire, si des criminels font une attaque informatique et réclament un paiement en Bitcoin, ce n'est pas le Bitcoin qui a un problème, c'est eux qui ont fait une attaque. Ils auraient pu demander, s'ils avaient demandé d'être payés en euros, on ne critique pas l'euro. A priori, dans le milieu criminel, on utilise davantage le cash que les crypto-monnaies. Vidal, merci infiniment. On pourrait parler avec toi des heures et souvent je parle avec toi des heures. C'est passionnant.